Comme la famille Thénardier du roman de Victor Hugo, des dizaines de milliers de Français rejoignent les villes, les bassins miniers et les grands sites industriels. Ils quittent des campagnes où leurs conditions n'étaient guère plus enviables. Si le roi Louis-Philippe est un adepte du progrès industriel, il règne avant tout sur un pays de 25 millions de ruraux. 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d'entre eux est propriétaire de la terre qu'ils cultivent. Mais cette nouvelle donne n'a guère amélioré leur sort. Le modèle de la famille paysanne en France, c'est une famille qui travaille sur ses terres et tout le monde travaille. Le père travaille au champ, fait les labours, organise les cultures. La femme, généralement, s'occupe du poulailler. Et puis, les fils et les filles aident leurs parents, à la fois dans les travaux des champs, dans les travaux domestiques. Au village du Bournat, près de Périgueux, on reconstitue la vie des paysans du 19e siècle. C'est la période des moissons, auxquelles Mac Lesguy et Marjolaine Boutet vont participer. À cette époque, tout se fait encore à la main. On a l'impression que rien n'a changé depuis le Moyen-Âge, ou presque. Effectivement, peu de choses ont changé en termes de travaux agricoles qui restent essentiellement manuels, vous le voyez, avec des outils rudimentaires, quelques bœufs qui peuvent aider pour les charges lourdes, mais sinon, vraiment peu de progrès. Vous voyez que c'est fatigant, la faux, là? Allez essayer, vous allez voir. D'accord. Laurent Bernat est spécialiste des techniques et du matériel agricole au Bournat. Laurent, c'est compliqué de faucher? C'est pas extrêmement compliqué, mais c'est technique, on va dire. Je vais essayer. Donc, il faut y aller vite, en fait. Suffisamment. C'est comme un coup de rasoir. Un petit coup de rasoir. Voilà, avance un peu. Voilà, avance encore un peu. Normalement, le paysan qui t'emploie, tu t'as viré tout de suite. Là. Oui, oui, parce que il faut que ça fasse des gerbes. Il ne faut pas que tu puisses remarcher dessus. Ça, c'est plié, mais c'est pas. C'est pas coupé, c'est pas coupé. Yeah. Ça sort bien, hein? Il se débrouille pas si mal. C'est vachement dur, hein? Ah, on n'est pas aux 35 heures, hein. Un paysan, c'est du lever du soleil au coucher du soleil, hein. Il fallait combien de temps à l'époque, un faucheur bien entraîné pour venir à bout de ce champ? Il ne faisait pas ça tout seul, j'imagine au moins 7-8 personnes et pendant au moins 2 bonnes journées. On comprend mieux pourquoi, à cette époque, l'agriculture emploie 3 Français sur 4. Tous les ans, Mac, les moissons occupaient les villages entiers. Tout le monde, femmes, enfants, hommes évidemment, travaillaient à ces moissons qui allaient nourrir tout le village pendant l'année. Allez, j'ai un champ à finir moi, Marjolaine. Ah écoutez, je reviens dans 2 jours. C'est ça, reviens dans 2 jours. C'est vraiment une vie de labeur qui commence avec le lever du jour et qui se termine à la tombée de la nuit. C'est une vie fruste avec peu de distractions, qui est rythmée par les saisons et par la vie du village traditionnel. Les repas des paysans se limitent le plus souvent au pain et à la soupe de légumes. Et même après le dîner, il faut poursuivre sa tâche. La famille se regroupe autour du feu pour réaliser d'indispensables travaux manuels. On fait bien chaud ici, hein? Assis-toi. Ah, mais écoute, Claude, qu'est-ce qu'on fait le soir à la veillée dans une ferme à cette époque? Les hommes fabriquent des paniers. Après, ils faisaient les râteaux aussi pour ramasser le foin. Les femmes, elles, reprisent des habits ou fabriquent du fil à partir de la laine de mouton ou de fibres de chanvre et de lin, comme ici. C'est à partir de ces plantes, qui se cultivent facilement, que l'on fabrique le linge de maison et les vêtements des paysans. Donc, c'est quasiment une vie en autarcie. On est autosuffisant quand on est des paysans en France à l'époque. Ah oui, vraiment, les paysans n'achètent rien le moins possible à l'extérieur. Ils fabriquent tout eux-mêmes et sortent très rarement de leur village. Retour au village du Bournat, où depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine. Mac retrouve Laurent Bernat, qui remet ici en service une des premières moissonneuses à traction animale. Une nouveauté venue des États-Unis. Comment elle s'appelle cette machine, Laurent? C'est la faucheuse javeleuse.
Les javelles, ce sont ces gerbes de blé laissées par la machine. Elle fauche, elle remplace donc une personne ou même plusieurs en train de faucher. Et les bras, comme ça, rabattent et font des paquets qui vont être faciles à lier. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable. Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant 2 jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité du champ. La révolution industrielle va amener une progressive mécanisation de l'outillage agricole. Et donc une amélioration des techniques d'exploitation et donc une amélioration des rendements. Ça y est, on est déjà au bout du rang, à la main, il aurait fallu... Au bout du rang, et là donc on voit parfaitement la gerbe de blé, donc c'est exactement ça. Voilà, elle est faite, il n'y a plus qu'à la lier. Et à la charger sur la charrette, on est Et ça c'est vraiment l'exemple type de ce que la mécanisation de l'agriculture amène comme progrès. Et surtout, on peut envisager de faire face de cultures beaucoup plus importantes. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Marjolaine, vous avez vu cette machine à la vitesse à laquelle elle travaille, c'est incroyable. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Mais la révolution agricole, ce n'est pas que les machines, c'est aussi les engrais et plus généralement une meilleure connaissance des plantes et des sols qui augmente les rendements par 3 ou 4. On produit plus, on produit mieux. J'imagine que les paysans s'enrichissent. Finalement, c'est une bonne période, ce 19e, pour les paysans français. Les campagnes françaises sont vraiment extrêmement prospères au 19e siècle. On parle de véritable âge d'or pour les paysans français. Grâce à ces progrès, les revenus des paysans augmentent durant toute la seconde moitié du 19e siècle, ce qui a des conséquences très concrètes sur leur vie quotidienne. Là, Laurent, on est dans une reconstitution d'une table paysanne à la fin du 19e. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette table? Tous ces accessoires, hein, très luxueux, des verres, des assiettes. Des assiettes. Avant, il y avait des bols et des écuelles. Tout à fait. On a un certain nombre d'accessoires aussi, notamment les soupières, des plats pour servir les aliments. Mais attendez, ça me rappelle étonnamment le repas chez les bourgeois. Cela témoigne de l'enrichissement des paysans au 19e siècle et puis aussi de leur volonté d'imiter les bourgeois puisque les valeurs bourgeoises deviennent à l'époque les valeurs de la majorité de la population française. L'amélioration des conditions de vie des paysans, c'est très concrètement une amélioration des conditions de confort à l'intérieur de la maison paysanne. Les meubles qui étaient autrefois fabriqués soi-même ou par l'artisan du village deviennent des meubles industriels. On va acheter une table, des bancs, parfois une chaise. Et puis on va avoir aussi dans la maison paysanne parfois des objets superflus, une horloge, une belle horloge comtoise. Alors maintenant, au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des nouveautés, Laurent? Quelque chose d'extrêmement important, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, mais moi je croyais que depuis Parmentier, c'est-à-dire depuis à peu près une centaine d'années, on mangeait déjà la pomme de terre. Le temps que les gens prennent l'habitude, ça prend plusieurs générations et c'est véritablement au 19e siècle que la pomme de terre devient l'alimentation de base, notamment des paysans français, parce que ça pousse très bien, ça se conserve facilement et avec le chemin de fer, on peut en transporter dans toute la France, ce qui met fin aux famines. Vous voulez dire que c'est le chemin de fer et la pomme de terre qui font disparaître les famines en France? Exactement. Le chemin de fer permet aux denrées alimentaires de circuler facilement d'un bout à l'autre du pays. Les régions se spécialisent alors dans les productions agricoles les plus appropriées à leur climat et terroir. Betteraves dans le nord, céréales dans la Beauce, élevage en Normandie, fruits et légumes dans le sud. Ça veut dire, Marjolaine, que les paysans ont suffisamment d'argent pour aller au marché, pour aller acheter des choses un peu exotiques, alors qu'auparavant, ils ne mangeaient que ce qu'ils produisaient. C'est une véritable révolution dans le monde agricole, puisque les paysans ne produisent plus tout ce qu'ils vont manger, ils se spécialisent dans une culture, et le reste, ils vont faire comme les citadins, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter au marché. L'alimentation s'améliore et on le voit à un indice très simple, c'est l'augmentation de la taille moyenne des Français. Les hommes grandissent ainsi de 3 cm en un demi-siècle.